je vais me présenter parce que tout le monde peut-être ne me connaît pas. Donc, actuellement, je suis en poste en tant que formatrice au sein de l'Institut régional du travail social de Montpellier. Donc, je suis responsable de formation sur la filière des assistants de services sociaux et du diplôme d'État d'ingénieur social. Donc, je suis moi-même ingénieure sociale. J'interviens pas mal auprès des étudiants sur la question des politiques sociales et de l'évolution de l'analyse des politiques publiques et notamment de l'impact que ça a sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur les effets concrets que ça a sur les personnes qui peuvent être accompagnées, mais aussi sur les étudiants eux-mêmes en tant que citoyens, puisque avant d'être des intervenants sociaux ou de santé, on est des citoyens, donc ça nous impacte aussi les choix qui peuvent être faits, d'où mon intérêt sur le décortiquage des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Et pour boucler la boucle, avant de faire ce poste-là, pendant 15 ans, j'ai été médiatrice en santé au sein de l'association Envie à Montpellier, donc une asso de lutte contre le sida que peut-être certains connaissent. Et donc voilà, c'est un petit peu, j'avais fait un petit détour par le collectif des 10 choix politiques pour en finir avec le sida. Donc, alors, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Anaïs. Je suis désolée, c'est toi qui, du coup, te retrouve en charge de ce travail-là. Donc, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est comprendre, en fait, ce que sont les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale et la façon dont elles s'organisent. Voilà, moi, je le prends vraiment du positionnement en tant qu'intervenante sociale et en tant que membre de cette société, c'est de comprendre comment en fait ça fonctionne, pour comprendre comment on en arrive aux choix qui sont faits aujourd'hui. Donc, c'est vraiment m'inscrire dans une démarche qu'on pourrait rapprocher de l'éducation populaire, dans le sens où c'est permettre à toutes et tous de s'approprier en fait les mécanismes et les choix qui sont faits pour pouvoir effectivement mieux s'en saisir et s'en émanciper. Pour reprendre le slogan bien connu, information égale pouvoir. Et en fait, c'est un peu dans cette dynamique-là que je me positionne. C'est donc voilà, d'essayer de vous donner un peu des bases de ce que sont ces différentes lois de finances, aborder les principaux points. Alors, de la loi de finances initiale, pourquoi je dis loi de finances initiale? Puisque depuis qu'elle a été promulguée, on n'est plus sur le plan de loi de finances, mais on est sur la loi de finances initiale. Je vais expliquer tout ça. Et donc aussi les principaux points de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, je ne pourrais pas être d'une exhaustivité totale, puisque comme on va le voir, c'est très lourd, mais c'est aussi très complexe et que j'ai quelques compétences, mais j'ai aussi, aussi mes limites. Et surtout, vu effectivement le poids que ça représente, j'ai préparé un document en fait, qui est le document que j'ai sous les yeux et qui va me servir moi en fait dans mon propos et que j'ai mis en forme et qui vous sera en fait diffusé en même temps que le PowerPoint et qui reprend avec un peu plus de détails tout ce que je vais aborder là. Et qui, voilà, parce que c'est mon support, on va dire, détaillé, et je vais vous le donner. Donc, en préambule, on va voir les différents types de textes budgétaires et l'organisation, comment effectivement ça s'organise, et comment ça se construit aussi, comment les processus de construction et de vote de ces deux types de textes budgétaires. Ensuite, on va aborder le gros du sujet qui est la loi de finances 2025, parce que c'est quand même l'architecture globale du budget de l'État et donc du coup qui va impacter tous les domaines qui nous concernent. Donc en s'attardant sur les objectifs économiques et politiques de la loi de finances 2025, son architecture, et on va s'attarder un peu plus sur différentes missions qui sont la mission santé, la mission asile et immigration, la mission solidarité, travail, solidarité, égalité des chances, la mission travail et emploi, et enfin celle qui relève de la cohésion des territoires. Puis on abordera la loi de financement de la sécurité sociale 2025, où là, je trouve que c'est important de rappeler un peu comment s'organise la sécurité sociale et comment elle a évolué du point de vue de sa gouvernance, parce que c'est aussi un moyen de mieux comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui et puis pourquoi en fait ça fonctionne comme ça aujourd'hui.
de voir un peu les objectifs, notamment de l'ONDAM et des efforts qui sont attendus sur le financement de la sécurité sociale pour cette année. Et puis, on va aborder les principaux points de la LFSSS, donc en ce qui concerne la santé des particuliers, la prévention, la dépendance, retraite et autonomie et la question des médicaments. Voilà pour... vous allez voir, on ne va pas chômer. Alors, en préambule, les principaux types de textes budgétaires. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, on est quand même régi par deux grands textes qui sont la loi organique relative aux lois de finances et la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. La loi relative aux lois de finances, donc la LOLF, c'est en quelque sorte la constitution financière de l'État, dans le sens où elle encadre les différentes lois de finances annuelles, que ce soit en termes de fixe leur contenu, elle détermine leur présentation au sein des différentes instances, notamment le Parlement et le Conseil des ministres, on verra ça après. Elle régit aussi leur préparation et leur examen, elle établit leurs modalités de vote et d'application. Et elle a aussi un rôle d'évaluation, et notamment en termes de performance. Et ça, c'est important parce que la question de la performance, en fait, je ne vais pas arrêter. En fait, on va voir que ça revient systématiquement, cette dimension d'évaluation de la performance des politiques publiques. La deuxième grosse loi, en fait, on va dire organique, qui nous concerne, donc c'est la loi relative au financement de la sécurité sociale, donc elle qui a été en fait promulguée par la loi du 2 août 2005. Elle, on en revient toujours pareil, elle intègre et elle vient cadrer la dimension de performance dans la loi de financement de la sécurité sociale. On verra en fait les lois de financement de sécurité sociale, elles ont été mises en place en 1996 par les réformes dites réformes Juppé, on reviendra dessus tout à l'heure, et la loi du 2 août 2005, elle est venue rajouter cette dimension d'efficacité, de performance et d'évaluation dans les lois de financement de la sécurité sociale. C'est une loi aussi qui a renforcé le rôle du Parlement dans l'élaboration et le vote de la loi de finances de la sécurité sociale, même si on verra que le Parlement il n'agit pas directement sur sa rédaction. Et elle articule aussi la loi de financement de la sécurité sociale avec la loi de finances parce que même si elles sont régies par des squelettes, on va dire, différents, forcément, la loi de financement de la sécurité sociale, elle est obligée de regarder un petit peu comment s'organise le budget de l'État à venir, parce que ça va forcément avoir un impact. Alors, la loi organique relative aux lois de finances, dite loi LOLF. Alors, elle est établie par le gouvernement chaque année. À l'automne, en fait, elle est travaillée toute l'année et elle est débattue et présentée par le gouvernement à l'automne. Elle se présente tout d'abord, effectivement, donc par le projet de loi de finances. C'est pour ça que jusqu'au mois de février, on parlait de projet de loi de finances. C'est une loi projet de loi qui a des objectifs politiques. C'est même sa principe et économique, mais des objectifs politiques, puisqu'elle va fixer les moyens alloués à chaque ministère et leur mission, c'est-à-dire qu'elle va donner les orientations stratégiques et les priorités du gouvernement en termes de politique publique. Politique publique au sens large. Donc du coup, on va voir que ce soit la santé, l'éducation, la justice, tout ce qui va être le régalien, les financements des opérateurs, etc. Donc, c'est vraiment le socle. En fait, c'est grosso modo combien en fait, l'État va injecter dans chaque ministère et dans chaque mission qui relève de chaque ministère. Donc, il y a deux phases. Donc, c'est un projet de loi de finances qui s'organise sur 2 temps, qui commence dès le 1er janvier de chaque année jusqu'en septembre, où là, on prépare le plan de loi de financement. Alors, les acteurs, tout ça, en fait, vous l'avez dans le document détaillé que je vais vous donner. Qui prépare ce PLF? Du coup, le gouvernement et ses administrations, donc le Premier ministre, la direction du budget, les différents ministères, et donc les différents ministres et leurs cabinets de chaque ministère, le Conseil d'État, qui est impliqué dans la préparation, dans la phase administrative et d'élaboration du PLF, le Parlement et le Conseil constitutionnel.
Donc, de janvier à septembre, on appelle ça des conférences budgétaires, où en fait, ce sont des groupes de travail, des cycles, où, du coup, pour l'ensemble du budget de l'État, on prépare ce plan de loi de financement. Ensuite vient la phase parlementaire qui court de septembre à décembre, où là, effectivement, le PLF est présenté en Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres regarde comment il a été préparé. Et une fois qu'il a été validé en Conseil des ministres, il est débattu par le Parlement. Donc, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, du coup, ces deux instances, en fait, donnent des avis. Vous allez voir que je vais beaucoup parler des avis du Sénat parce qu'ils ont leur importance et qui viennent, du coup, quelque part aussi valider ou pas un certain nombre de choses qui vont être ensuite être votées sur la loi de finances initiale. Et donc, normalement, le 31 décembre de chaque année au plus tard, le PLF doit être voté et devient donc la loi de finances initiale. Donc, à partir du 1er janvier de chaque année, on bascule plus dans le PLF, mais dans la loi de finances initiale, et on commence le travail du PLF de l'année suivante. Donc là, techniquement, depuis le 1er janvier, on est censé avoir commencé, enfin le gouvernement et les différents ministères, etc., ont commencé le PLF 2026. Donc là, on a eu un parcours un peu particulier sur cette loi de finances 2025, puisque, comme vous le savez, elle a connu en fait des étapes un peu inédites, puisqu'il y a eu la censure du gouvernement Barnier en décembre, qui fait que ça a mis en fait un coup d'arrêt sur les débats et le vote du PLF, et qu'il a fallu du coup mettre en place une loi de finances spéciale avant la fin de l'année, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas cette loi de finances spéciale, grosso modo, au 1er janvier, en fait, tous les budgets étaient bloqués. Et donc, du coup, donc, il a fallu mettre en place cette loi de finances spéciale pour assurer la continuité des prélèvements, des impôts et des services publics avant le vote de la loi de finances initiale le 14 février 2025. Donc ça, c'est le PLF. Et ensuite, on a donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un projet de loi qui est élaboré par la Direction de la sécurité sociale en lien avec le ministère de l'économie, du budget et des finances. Et en fait, elle fixe l'objectif des dépenses de la sécurité sociale. Donc l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM. Ce n'est pas une loi qui a une fonction budgétaire. Et en fait, elle prévoit, en gros, elle fait des prédictions de combien en fait va coûter la sécurité sociale sur l'année à venir. Et on peut le comprendre en fait qu'elle n'ait pas de fonction budgétaire, parce que ça voudrait dire qu'une fois le budget atteint, en gros, si c'était une loi avec une fonction budgétaire, si on dépasse le budget, en fait, on doit arrêter les remboursements des médicaments, on doit arrêter les prises en charge sociales, etc. Donc, du coup, c'est une prévision des dépenses. Donc, elle dépend de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, mais comme je vous l'ai dit, du coup, elle est obligée de regarder un peu ce qui se trame du côté du PLF et de la loi de finances initiale. Donc, un petit peu comme le PLF, c'est un travail qui se fait en cours d'année, qui commence un petit peu plus tard, d'avril à octobre, où la direction de la sécurité sociale monte le projet de loi de financement de la Sécu pour l'année à venir. Et au plus tard, le 15 octobre, le PLFSS doit être déposé à l'Assemblée nationale pour être débattu et être voté. Alors, l'Assemblée nationale, elle a 20 jours pour faire une première lecture et donner son avis. Et le Sénat a 15 jours pour faire une première lecture et donner son avis. Donc, en fait, on commence par l'Assemblée nationale. Et si au bout de 20 jours, elle n'a pas émis d'avis, elle n'a pas voté, elle n'a pas validé le PLFSS, on l'envoie quand même au Sénat pour que lui aussi il puisse se positionner là-dessus. En tout, la phase parlementaire, elle dure 50 jours. Ils ont 50 jours, effectivement, pour pouvoir se prononcer sur le PLFSS. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Voilà. Alors là, on va arriver sur on va dire le gros du morceau, qui est donc la loi de finances. Donc, je ne vais plus dire le PLF, je vais parler de la loi de finances.
Alors, objectif politique et économique de cette loi de finances 2025. Alors, vous verrez, je vous ai mis pas mal de citations, notamment parce que c'est important de voir comment, effectivement, le pouvoir public, le législateur, le pouvoir public parle et s'exprime, parce que c'est l'importance des mots et de décortiquer les mots qui sont employés. Donc, le budget 2025 a pour titre « Redresser les finances publiques et protéger les Français », avec donc deux grands objectifs politiques: redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025, puisque à l'heure actuelle, on estime que la dette publique s'élève à plus de 115% du PIB et que l'État est déficitaire de 139 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fin janvier, le Haut Conseil des finances publiques avait un petit peu retoqué un peu les prévisions de croissance du PIB qui est émis par le gouvernement, qui estimait une croissance du PIB à 0,9%. On serait plus proche de 0,7%. Donc d'entrée, ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Le Haut Conseil des finances publiques et la plupart des économistes d'ailleurs ils pensent que c'est un petit peu optimiste. Et donc, l'objectif principal et qui va donner l'orientation des choix en termes de budget d'État pour 2025, et donc le budget 2025, fruit d'un travail parlementaire ayant abouti à un compromis en commission mixte paritaire, a été adopté le 17 février 2025. Ce budget assure la crédibilité de la France en enclenchant une dynamique forte de réduction des dépenses publiques. Et autant vous dire qu'effectivement, il va y en avoir des réductions de dépenses. C'est ce que je disais à Anaïs. Je pense qu'on va avoir on ne va pas être déprimé à la fin de ce webinaire, mais bon, c'est pas très optimiste tout ça. Donc, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, donc ça c'est ce qui pose sur le budget 2025, c'est qu'il doit permettre de financer les priorités du gouvernement, qui sont les domaines régaliens, tels que la justice, la sécurité et la défense nationale. Donc, les crédits budgétaires de ces ministères sont en hausse, avec 1 milliard d'euros supplémentaires pour garantir la sécurité des Français au quotidien, et une augmentation de 3,3 milliards d'euros dédiés à la défense nationale, donc pour renforcer ses capacités et garantir l'autonomie stratégique de la France. Donc, si on comprend bien le message, c'est que tout baisse, sauf les domaines régaliens, puisque c'est eux qui sont la priorité gouvernementale 2025, dans un contexte que tout le monde connaît et tout le monde sait, de tensions avec effectivement la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, et avec, on va dire, une perte de partenariat qui se fait ressentir avec les États-Unis. Donc du coup, il faut renforcer le régalien. Donc en bref, ce qu'il faut retenir, et après on ira dans les détails de la loi de finances initiale 2025, c'est qu'il a été voté une surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, a priori qui ne serait pas reconduite en 2026, d'après ce que j'ai pu glaner ça et là, mais voilà, et qui concernerait 440 groupes ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Une surtaxe exceptionnelle sur les très hauts revenus, notamment pour les foyers dont les revenus fiscaux dépassent les 250 000 euros pour une personne seule et les 500 000 euros pour un couple, donc à peu près 24 000 foyers, et une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qu'on appelle la taxe dite Chirac. Donc ça, c'est en bref, voilà. Par contre, ce qu'on note aussi, et qu'on va revenir un peu plus en détail, donc c'est une baisse des dépenses des collectivités territoriales, et ça va avoir son importance notamment sur l'accès aux soins, à la santé et aux droits sociaux, parce que moi j'ai beaucoup de mal à différencier cloisonner social et santé, parce que l'un et l'autre sont quand même très très liés. Une baisse des budgets pour la recherche et l'enseignement supérieur, mais aussi une baisse de budget aussi pour la culture. Point important, une baisse du budget de l'aide au développement, avec une réduction qui est encore plus sévère que prévu initialement dans le PLF, puisque là, elle s'élève à en fait plus d'1 milliard d'euros en moins, avec aussi quelque chose qui a été voté et qui a été dénoncé notamment par les ONG et pas mal d'associations, c'est la fin de l'affectation automatique à l'aide de développement d'une partie des taxes qui se font sur les transactions financières,
et du tarif de solidarité sur les billets d'avion. Donc avant, c'était une affectation, il y avait une partie effectivement qui était automatiquement affectée à l'aide au développement, et cette affectation automatique a été levée dans le budget 2025. Et là, je vous ai mis 2 articles à lire dans le Monde sur l'aide au développement, parce que ça vient soulever quelque chose qui, au-delà du PLF, enfin de la loi de finances initiale 2025 en France, est quelque chose, on l'a vu, avec l'UCED à un niveau voilà, maximum, avec les choix effectivement des États-Unis de couper les vivres à l'UCED, c'est que c'est une tendance en fait qui se voit aussi à l'échelle européenne, où l'aide au développement tend à être diminuée un peu partout. Et notamment, il y a une analyse très intéressante d'un chercheur qui montre que de plus en plus l'aide au développement, la philosophie de solidarité est de plus en plus grignotée par quelque chose qui est de l'ordre en fait de la négociation stratégique et politique, où de plus en plus l'aide au développement, elle va être associée à des conditionnements, c'est-à-dire les pays pour lesquels l'Europe en général et la France en particulier auraient des intérêts économiques, par exemple en termes d'accès à certaines ressources ou matières premières, ou, et ça c'est quelque chose qui a été affiché notamment par certains partis politiques, ce serait de conditionner l'aide au développement aux pays qui seraient dans la coopération en termes de lutte contre l'immigration irrégulière. Et donc du coup, voilà, je vous renvoie à ces articles-là, parce que c'est toute la philosophie de l'aide au développement telle qu'elle a été conçue historiquement qui est remise en question. Tu peux passer, Anaïs. Et donc enfin, et ça je vous l'ai mis budget aussi en baisse pour la formation et l'apprentissage. Et ça, c'est quand même une grosse problématique, notamment sur certaines formations, et notamment le travail social, qui est un secteur pourtant en tension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment grâce à l'apprentissage en travail social, qui fait partie en fait des corps de métier essentiels. Et donc du coup, on risque d'avoir une déperdition en termes de travailleurs sociaux, alors que les besoins sociaux, eux, sont en constante augmentation. Donc ça aussi, ça va avoir un impact. Donc concrètement, comment se manifeste la loi de finances? Donc chaque grande ligne de dépenses sont réparties par mission. Chaque mission renvoie à une politique publique définie, qui peut d'ailleurs relever d'un ou plusieurs ministères. Et donc dans la LFI 2025, il y a 34 missions. Ces 34 missions se déclinent elles-mêmes en programmes, et ces programmes se déclinent eux-mêmes en actions. D'où le côté très complexe et on va dire, voilà, c'est un terrier de lapin. Quand on met le nez dedans, en fait, c'est comme Alice au pays des merveilles. En fait, on découvre tout un univers dans lequel il faut naviguer, et c'est très dense. Et donc, du coup, comme il y a 34 missions, il y a 34 projets annuels de performance. Et ces projets annuels de performance, ils sont très importants, parce que c'est là où sont détaillées les lignes stratégiques pour la loi de finances à venir, les sommes qui sont allouées à chaque programme et à chaque action, et les critères, les indicateurs d'évaluation qui vont être utilisés pour déterminer si la politique publique menée a été efficace ou pas. Et on en revient à cette dimension de performance qui se réfléchit d'un point de vue technique par des indicateurs chiffrés. Et donc, si vous avez la curiosité, voilà, où vous pouvez trouver tous les éléments. Donc, c'est là où je suis allée chercher une partie des informations que je vous présente aujourd'hui. Donc, voilà, sur le site budget.gouv, et à gauche, vous voyez, il y a tous les budgets de l'État, et vous pouvez sélectionner dépenses par ministère, dépenses par mission, par nature, financement des opérateurs. Et moi, et vous pouvez naviguer là-dedans, et à chaque fois, vous avez le détail, et vous avez les projets annuels de performance qui y sont associés. Voilà. Alors, ce que nous allons aborder un petit peu plus en détail, donc la mission santé, avec le programme prévention, sécurité sanitaire, offre de soins, et le programme protection maladie, qui concerne l'AME. La mission immigration, asile et intégration, donc plus spécifiquement le programme 303 immigration et asile. La mission solidarité, insertion et égalité des chances, avec notamment le programme concernant l'inclusion sociale et la protection des personnes, qui concerne notamment le pacte des solidarités, qui donc renvoie à la lutte contre la pauvreté. La mission travail, emploi et administration des ministères sociaux, puisque c'est toutes les politiques relatives à l'emploi, et notamment et aussi le RSA.
Et enfin, la mission cohésion des territoires, puisque ça va concerner les financements des collectivités territoriales et tout le volet, notamment hébergement d'urgence. Alors, la mission santé. Donc, voilà quoi la répartition. Donc, tout ça, c'est dans le site budget.gouv que je vous ai fait des captures d'écran. Donc, tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Voilà, donc 1 milliard d'euros, donc c'est plutôt 1,5 milliard, puisqu'en fait, ils font des arrondis sur les graphiques. Donc, on est plutôt sur 1,5 milliard d'euros alloués à la mission santé. Donc, si vous comparez avec le programme, avec la loi de finances initiale 2024, on perd 3 milliards d'euros. Donc, ça fait une sacrée chute. Mais en fait, ça vient marquer la fin du programme 379 qui perd 90% de son budget. C'était la compensation que donnait l'État depuis 2019 à la sécurité sociale pour les dépenses engagées au titre du Ségur de la santé. Et donc là, on arrive à la fin de cette compensation de l'État. C'est pour ça qu'en fait, ça baisse énormément. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas quand même, vous allez voir, on va revenir dans les détails, mais cette chute drastique, on passe de 3 milliards à 1,5 milliard, c'est en grande partie lié à ce programme 379 qui prend fin. On va regarder un peu plus en détail donc, le programme 204, qui est notamment 3 actions du programme 204 sur la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins, donc l'action 11, 12 et 14. Donc l'action 11, pilotage de la politique de santé publique. Oui, non, mais tu peux passer. Oui, tu peux passer. Et qui concerne en fait la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins. C'est le programme qui perd le plus de financement sur la mission santé 2025, quasiment voilà, plus de 18% de son financement par rapport à la loi de finances initiale 2024. Et là, vous voyez un graphique qui est tiré du rapport du Sénat justement sur le PLF 2025, donc le projet qui vient marquer un peu cette tendance et qui fait des projections, vous voyez, qui ne sont pas très optimistes puisqu'il projette que cette baisse va se poursuivre dans les années à venir avec, vous voyez, petit à petit une baisse des crédits alloués à ce programme. Alors, pourquoi c'est particulièrement gênant en ce qui nous concerne? Je pense que tu peux passer. C'est que ce programme porte en son sein toutes les missions de prévention, d'éducation à la santé qui sont au cœur des politiques portées et qui devraient être fortement, si ce n'est les premières, pénalisées par cette baisse de financement. Donc là, je vous ai mis voilà, un extrait de l'avis du Sénat sur le PLF 2025 concernant la mission santé, parce que vous voyez, ils disent les coupes budgétaires devraient porter prioritairement, selon les informations communiquées par la Direction générale de la santé, sur les financements associatifs, donc après les systèmes d'information de santé publique, l'INCa et l'ANES. Mais à ce stade, la ventilation des économies à réaliser par poste n'est pas connue. C'est-à-dire que là, actuellement, en fait, chaque ministère et chaque direction est en train de plancher sur la distribution. En fait, maintenant qu'ils connaissent leur enveloppe budgétaire, là, la ventilation est en train de se travailler. Mais d'ores et déjà, il est annoncé que ça va impacter les financements associatifs. Et si on regarde un peu plus en détail, notamment l'action 11, donc programme 204. Le programme 204 qui porte sur pilotage des politiques publiques, il y a différentes actions en son sein. Et l'action 11 qui vise à structurer, rationaliser, mieux piloter les actions de santé publique. Elle mobilise donc les usagers, les professionnels du système de santé en les associant à la conception et à la mise en œuvre de ces actions. C'est cette action qui porte en son sein l'organisation et le financement du partenariat associatif ainsi que le développement de la démocratie sanitaire avec donc les conférences nationales de santé. Et donc, cette action 11, on sait qu'elle va être impactée. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Puisque elle va perdre effectivement voilà, plus ou moins 53 millions d'euros en 2025, ce qui représente quand même une baisse de près de 20% par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Et donc du coup, ce qui va être le plus impacté par les économies budgétaires selon les prévisions qui ont été données donc au Sénat par la Direction générale de la santé, ça va
entre autres, être les partenariats associatifs. Sauf qu'à l'heure actuelle, effectivement, voilà. Alors, je vois qu'en commentaire, il y a des exemples. Les PowerPoint et les commentaires des diagrammes, vous allez avoir et le PowerPoint et le document détaillé. Avec les diagrammes, vous allez retrouver les diagrammes et les détails des diagrammes. Voilà. En ce qui concerne l'action 12, qui fait toujours partie de ce programme portant sur les politiques, le pilotage des politiques publiques et de la prévention, l'action 12, c'est celle qui concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et du plan priorité prévention. Donc, c'est-à-dire les actions qui vont concerner particulièrement les personnes migrantes, notamment le soutien à l'interprétariat et la médiation en santé, les personnes en situation d'exclusion, les personnes exilées dépourvues de protection maladie, les populations roms et gens du voyage, ainsi que les personnes sous main de justice. Donc, comme l'action 11, étant donné qu'elle fait partie du programme qui va être le plus impacté par la baisse de l'enveloppe de la mission santé, elle va perdre, voilà, vous voyez, on pourrait dire que c'est une perte qui est minime puisqu'on passe de 1 million dans la loi de finances initiale 2024 à 919 000 € dans la loi de finances initiale 2025, mais c'est quand même une perte. Et puis, on sait que sur des structures, notamment associatives, qui sont déjà fragilisées, et on va revenir là-dessus, c'est des pertes budgétaires qui ont un impact. Et encore une fois, je vous renvoie à l'objectif affiché en termes de priorité du gouvernement. Ça vient refléter en fait les priorités gouvernementales qui ne sont plus effectivement ces actions de prévention, de sécurité sanitaire et d'offre de soins, mais le régalien. Et donc du coup, forcément, ça s'impacte entre autres ici. Et enfin, l'action 14, qui va être elle aussi impactée, c'est toutes les politiques publiques qui concernent l'amélioration en fait, de la prévention des maladies chroniques et la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches. Et donc, du coup, sont inclus ici, voilà, comme ils disent, une grande variété de pathologies, dont effectivement le VIH, la santé sexuelle, les IST, les hépatites, effectivement les questions de santé mentale, le cancer, donc qui vous concernent un petit peu. Et effectivement aussi les addictions. Donc à la fois les pathologies chroniques, mais à la fois, on va dire, tout l'accompagnement, on va dire, en santé globale et en qualité de vie. Et donc du coup, ces actions qui mettent en avant la priorité donnée à la prévention et la réduction des inégalités sociales et de perte de chance, ainsi que l'amélioration du dépistage et de l'accès aux soins. Et donc, comme les autres actions, elles perdent aussi, là, elles perdent 1 million dans la loi de finances initiale 2025. Et 1 million, quand on connaît les besoins, c'est pas rien. Voilà. Toujours dans la mission santé, le programme 183 qui concerne la protection maladie. C'est un programme, en fait, c'est 97% du budget du programme 183 qui est donné à la protection maladie. Les 3% restants, c'est le fonds qui est donné pour les personnes victimes de l'amiante. Donc, on est là, c'est vraiment l'AME. En fait, là, c'est le budget de l'AME qui est présenté. Alors, contrairement à ce qui avait été pressenti et annoncé par le gouvernement Bayrou, qui prévoyait d'augmenter le budget de l'AME de 9%, les crédits de l'AME ont été gelés. Donc, l'AME est maintenue telle qu'elle, pour l'instant. Vous voyez, hein, pour l'instant, on ne sait jamais, voilà, avec un budget d'environ 1,2 milliard d'euros. Et ce qui a été supprimé aussi de la loi de finances, on va dire définitive, mais qui avait été demandée dans le plan de financement par le Sénat, c'était une disposition qui voulait soumettre l'octroi de l'AME à un contrôle médical préalable, qui avait été demandé par les sénateurs. Et ça n'a pas été retenu dans la loi. Par contre, les observateurs font remarquer que de maintenir le budget de l'AME à l'identique en 2025, c'est quelque part l'amputer de 111 millions d'euros parce qu'en fait, ça ne prend pas en compte l'inflation. Donc du coup, quelque part, on maintient le budget de l'AME, mais en fait, l'AME va perdre 111 millions d'euros. Et je vous ai mis à droite 2 points d'attention dont vous avez déjà entendu certainement parler et qu'il faut suivre parce qu'effectivement, voilà, c'est en cours, on n'est pas à l'abri que ça revienne. Donc, une proposition de loi qui a été déposée le 29 janvier dernier par des députés du groupe LR qui voulaient supprimer le titre de séjour pour soins, voilà, parce qu'ils estimaient que c'était un titre de séjour qui avait été dévoyé. Ça a été rejeté en commission des lois
mais ça peut éventuellement revenir. Et surtout, en mars dernier, a connu le retour de la proposition de loi qui avait déjà été déposée en fin 2024, qui crée une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales, notamment les APL, l'APA et les allocations familiales, et qui a été adoptée en première lecture au Sénat le 18 mars dernier. Et donc, du coup, qui va être débattu ou qui est en passe d'être débattu, notamment à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est, on va dire, l'actualité de maintenant qui est à suivre. Voilà. Pour continuer, on va dire un peu dans cette question, on passe à la mission immigration, asile et intégration, avec un budget en baisse, puisqu'il passe de 2,2 milliards d'euros à plus ou moins 2 milliards d'euros en 2025. Et je vous ai mis les objectifs affichés, qui sont favoriser la mobilité étudiante internationale, l'attractivité économique et touristique, donc on va dire l'immigration qu'on pourrait qualifier de choisie, mais surtout, la grande priorité, c'est lutter contre l'immigration irrégulière. Donc, du coup, ce qui est indiqué dans le plan annuel de performance 2025 concernant cette mission immigration, c'est renforcement des contrôles aux frontières, renforcement des mesures d'éloignement, lutte contre la fraude documentaire, etc. Et donc, effectivement, augmenter les refus d'admission au séjour, favoriser les renvois dans d'autres États membres de l'Union et le retour dans le pays d'origine, avec effectivement un partenariat, un renforcement accru du travail avec l'OFII sur les incitations financières et les aides à la réinsertion versées par l'OFII dans le pays d'origine. Donc, voilà, donc on est dans la continuité de la loi du 26 janvier 2024, qui va être, donc, du coup, qui tend à être renforcée. Et donc, concernant plus spécifiquement le droit d'asile, un des objectifs donnés est de ramener le délai global du traitement des demandes d'asile à 6 mois, en mettant en place les premiers pôles territoriaux France Asile, qui doivent du coup regrouper en fait les services de la préfecture, de l'OFII et de l'OFPRA, pour, on va dire, accélérer effectivement le traitement des demandes d'asile. Les moyens alloués à l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile a été budgétisé à hauteur de 1,4 milliard d'euros, et il y a donc eu en janvier dernier un arrêté qui a gelé le nombre de places d'hébergement jusqu'en 2026, là où effectivement il y avait eu au début, on va dire, des annonces qui devaient les augmenter. En fait, ça a été gelé tel que c'est le cas actuellement, et au moins jusqu'en 2026. Donc ça revient, je l'ai mis dans mon document global, ça revient à l'équivalent, c'est un peu plus de 6 000 places en gros en moins que ce qui avait été au début annoncé pour l'hébergement des demandeurs d'asile, sachant que ce sont déjà un nombre de places insuffisant et qui a déjà été démontré maintes fois par les associations et les structures d'accueil et demandeurs d'asile. En ce qui concerne la mission solidarité, inclusion, égalité des chances, je vais aller un petit peu plus vite, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Donc, budget global qui est effectivement aussi en baisse d'1 milliard d'euros, puisqu'on passe de 31 en 2024 à 30 milliards d'euros en 2025, avec donc du coup le programme 304 en fait qui donc à 14 milliards d'euros. C'est le programme en fait qui structure et qui pilote la politique publique de lutte contre la pauvreté qu'on appelle aujourd'hui le pacte des solidarités, qui a été voté en 2023 et qui veut notamment déployer le projet de solidarité à la source. C'est que l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de démarches à faire, notamment pour obtenir des aides type RSA, mais que ce soit fait directement, notamment en permettant aux différentes caisses qui gèrent ces versements de regarder les situations en fait économiques et fiscales des personnes pour pouvoir automatiquement mettre en place les versements, les différentes aides sociales qui peuvent être allouées aux personnes. Le programme 137 portant sur l'égalité entre les hommes et les femmes, donc c'est le programme qui pilote toutes les actions mises en place sur la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation autour des inégalités de genre et des violences faites aux femmes. Et il y a une petite ligne, alors quand je dis petite ligne, c'est que c'est 3 lignes vraiment, qui pointe que l'État va continuer, va renforcer la mise en œuvre de la loi de 2016 concernant effectivement le travail du sexe.
Voilà, on vous les mis parce que ça apparaît dans ce programme-là, en fait, que vous pouvez trouver ces éléments-là. Et enfin, le programme 157 qui concerne le handicap et dépendance, en fait, c'est le programme qui finance l'AH, c'est quasiment l'intégralité, en fait, voilà, du programme. C'est plus de 98% du programme qui concerne l'AH. Et lui, il est en augmentation, tout simplement parce qu'il y a, à la fois un vieillissement en fait, de la population et donc du coup une augmentation des demandes d'allocation adultes handicapés. Donc c'est le seul programme en fait jusqu'à présent qui connaît une augmentation. Voilà, donc qui concerne effectivement le versement de l'AH. Tu peux. Alors, la mission travail, emploi et administration des ministères sociaux. Donc ça, c'est nouveau. Hein. C'est la mission qui va gérer aussi, du coup, le pilotage et la paye de tous les agents en fait, qui œuvrent dans le champ de l'action sociale, donc la DGCA, l'IGAS, tout ça. Donc il s'est doté de cette prérogative-là. Grosse baisse, puisqu'on perd 3 milliards d'euros sur cette enveloppe-là, sur cette mission-là. Et on va regarder un peu plus en détail le programme 102 qui porte sur l'emploi, l'insertion et le retour à l'emploi, avec effectivement le triptyque emploi, formation, insertion qui est au cœur des priorités de ce projet annuel de performance, avec un budget constant à 8 milliards d'euros. Et on va voir on va revenir dessus, que c'est assez incohérent au regard des objectifs annoncés, avec un renforcement de la loi pour le plein emploi. Et c'est aussi ce programme qui finance et qui définit les conditions d'octroi du RSA, qui a pas mal changé ces derniers temps. Alors, ce qu'il faut retenir, donc là, c'est quand même un gros bloc. C'est que France Travail devait perdre du budget. Au final, le budget a été maintenu tel quel, donc à peu près 1,4 milliard d'euros, sauf que toutes les projections des économistes, effectivement des acteurs en fait, qui œuvrent dans le champ de l'insertion et du retour à l'emploi, pointent que c'est insuffisant au regard des objectifs affichés, notamment dans le cadre de la loi du plein emploi et de l'augmentation du chômage. Baisse des aides employeurs pour l'apprentissage, dont j'ai déjà parlé, qui vient du coup, le volet formation, insertion, qui du coup, pareil, une nouvelle incohérence. Budget constant pour le RSA, alors que le nombre d'allocataires augmente. Et petite actualité à suivre, c'est qu'il y a un nouveau décret qui devrait sortir, alors si j'ai bien compris, d'ici juin, donc à surveiller, qui souhaite renforcer les sanctions en cas de non-respect du contrat d'activité. Vous savez maintenant que le RSA, c'est le RSA assujetti à 15 heures d'activité, avec possibilité de contrôle et de sanctions par France Travail. Et ça, c'est quand même une sacrée nouveauté, parce que le RSA, c'est une compétence du département. C'est le département qui est missionné pour verser le RSA et en fait faire l'accompagnement des allocataires du RSA. Et là, si ce décret passe, France Travail va avoir du coup une prérogative qui lui permet de contrôler que le contrat de 15 heures d'activité, de formation est bien respecté. Donc la question se pose, c'est comment se fera ce contrôle, sur quels critères, quelle base, et pourra sanctionner. C'est-à-dire que le décret tel qu'il est prévu permettra de ponctionner en fait 10 à 30% en fait, du montant du RSA en cas de non-respect du contrat d'activité sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 4 mois, et en cas de récidive, et le terme récidive n'est pas de moi, c'est comme ça que c'est mis dans le texte, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder comment c'est présenté, on peut couper le RSA avec effet rétroactif, mais ça vient en fait interroger sur le RSA qui est un revenu de survie qui a été posé aujourd'hui, a pris une coloration, effectivement, ce n'est plus un revenu de survie, s'il faut mériter son revenu de survie. Et donc ça, c'est un décret qu'il faudra surveiller. Bon, ça, c'est mon petit dada, le RSA depuis quelques temps.
Enfin, coup de rabot sur les emplois aidés. Et gros coup de rabot, puisqu'ils perdent plus de 42% de leur budget, c'est-à-dire qu'on passe de 400 millions d'euros en 2024 à 229 millions d'euros en 2025. En fait, ce coup de rabot, il est en grande partie lié à la suppression des contrats adultes relais. Donc une circulaire qui a été diffusée, une circulaire des préfectures qui ont été diffusées le 7 novembre 2024. Ça représente près de 5000 postes en moins, tous en milieu associatif et principalement dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc du coup, les postes qui permettent de financer des actions de prévention, de médiation sociale, de médiation santé, d'actions d'aller vers, voilà, que ce soit dans l'action sociale, dans la culture ou par exemple aussi dans le sport. Vous avez aussi beaucoup d'associations dans les quartiers prioritaires de la ville qui fonctionnent en grande partie, si ce n'est que grâce à ces contrats adultes relais. Donc aujourd'hui, les contrats qui ont déjà été signés avant la circulaire de 2024 sont maintenus, mais ils ne pourront pas être renouvelés. Donc ça fait effectivement une grande perte d'emplois à venir. Mais il y a aussi eu la suppression des emplois francs qui a été votée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les emplois francs. En fait, c'est une catégorie d'emplois qui avait été créée en 2018 et qui ciblait principalement les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers dits difficiles. L'idée, c'était de permettre une aide de l'État jusqu'à 5 000 € par an pendant 3 ans sur les structures qui embaucheraient une personne, en fait, elle-même vivant dans le quartier prioritaire de la ville, donc qui serait en difficulté d'insertion à l'emploi, etc. Et donc pourquoi en fait des personnes qui seraient demandeuses d'emploi ou accompagnées notamment par les missions locales, donc par exemple les publics jeunes, les jeunes adultes. Pourquoi ça a été supprimé? Ça fait suite à un rapport de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, qui a fait une étude sur ces emplois francs. Et dans son rapport publié en 2024, elle estime que ce type d'emploi a surtout servi à un effet d'aubaine, c'est-à-dire que plus de 70% des employeurs ayant répondu à cette étude ont déclaré que même s'ils n'avaient pas eu l'aide de l'État, ils auraient embauché cette personne sur ce poste-là. Et donc, du coup, la DARES estime dans son rapport que ça a surtout fait un effet d'aubaine et que l'aide de l'État, elle a juste permis à des employeurs d'avoir une aide, mais que ça n'aurait rien changé à l'embauche. Et donc, du coup, ces emplois francs ont été supprimés. Et ça représentait quand même, en 2023, plus de 40 000 personnes qui étaient embauchées sur des emplois francs. Et donc, du coup, toutes ces dispositions-là, alors je ne vous ai pas tout mis là dans la diapo, vous en avez d'autres dans le dossier un peu plus détaillé. Toutes ces dispositions-là, en fait, elles vont avoir un impact particulièrement important sur les personnes qui sont déjà vulnérables et déjà éloignées de l'emploi, telles que les femmes, puisqu'on sait qu'il y a des inégalités d'emploi et de salaire concernant les inégalités de genre, concernant l'accès à l'emploi et l'insertion dans l'emploi, les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont longtemps éloignées de l'emploi, les jeunes, les seniors, voilà. Donc en gros, les personnes qui sont déjà en vulnérabilité face au marché du travail vont être pénalisées d'autant plus, tout en affichant des priorités de réinsertion à l'emploi, notamment avec la loi plein emploi, mais ça va aussi et surtout peut-être impacter énormément d'activités associatives qui fonctionnaient notamment pour beaucoup grâce, voire uniquement grâce aux emplois aidés. Voilà, sur cet aspect-là. Et là, je vous ai mis une citation d'un rapport du Conseil économique, social et de l'environnement, en fait, qui a fait un super rapport sur l'évolution du financement des associations. Moi, c'est un sujet qui me passionne, l'évolution des mutations du milieu associatif, parce que voilà, mes travaux de recherche ont porté là-dessus. Et en fait, le CESE montre que, en fait, entre 2005 et 2020, les financements des publics et des associations sont passés de 75% en 2005, notamment pour celles qui agissent pour la défense des droits et des causes, la culture et le sport,
Donc, la très grande majorité des associations, dont celles en fait, qui sont représentées ici, dont la mienne, parce que je suis dans une association de l'économie sociale et solidaire, elles sont passées de 64% en 2005 à 20% en 2020. Donc effectivement, ce n'est pas une petite chute. De plus, la nature de ces financements publics a changé, puisqu'effectivement, on était sur des subventions. On est passé, en fait, depuis 10-15 ans sur la modalité d'appel à projet, bien souvent sur des courtes durées et avec des indicateurs de performance qui appellent de plus en plus à effectivement les associations à être dans une logique telle que les politiques publiques techniques, telles que les politiques publiques en fait appliquent elles-mêmes dans leur choix budgétaires et dans leurs orientations stratégiques. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce rapport. Enfin, la mission cohésion des territoires, ça concerne le financement des collectivités territoriales et c'est important de s'y pencher parce que les collectivités territoriales, elles ont beaucoup de compétences, notamment dans l'emploi et l'insertion sociale. Donc, je vous ai mis un petit tableau en bas là, qui redonne un petit peu vite fait les compétences par collectivité. Donc 500 millions d'euros qui vont être prélevés sur les communes et les intercommunalités selon un indice ressources-charges. Donc on va ponctionner plus ou moins les communes et les intercommunalités selon leurs recettes et selon en fait leurs charges. 200 millions qui vont être prélevés au département sur leurs ressources fiscales avec un indice de fragilité sociale qui servira de curseur notamment en ce qui concerne les départements les plus pauvres, mais ne me demandez pas comment il va se construire cet indice puisqu'on ne l'a pas encore. Et 280 millions qui ont été pris aux régions. Donc c'était quand même un rabot qui devait être de plus de 5 milliards d'euros à la base. Et je vous avais peut-être suivi, les collectivités territoriales sont beaucoup montées au créneau puisqu'elles allaient déjà pas bien, notamment les départements qui ne vont pas forcément très très bien. Et donc, voilà, il y a eu un geste qui a été fait. La baisse de financement n'est que de 2,2 milliards d'euros. Mais donc, du coup, ça va avoir un impact sur la culture, les dispositions en termes de petite enfance, personnes âgées, retraite, dépendance, RSA, etc. Et ça, après, ce sera à décliner selon les départements. Et donc, pour terminer sur le programme 17, qui fait 177, d'ailleurs, je pense qu'il manque un 7, qui fait partie de l'hébergement, enfin qui concerne l'hébergement, notamment l'hébergement d'urgence, le budget a été stabilisé. Donc, on est sur le même budget, à peu près 3 milliards d'euros comme en 2024. Par contre, effectivement, le Sénat a reconnu lui-même dans son avis sur le plan de finances que c'était insuffisant face à la crise de logement et des besoins en termes d'hébergement d'urgence, puisqu'on a quand même une augmentation de 153% des personnes sans domicile entre 2012 et 2023, avec une nette augmentation des enfants hébergés en situation d'urgence, notamment des MNA. Et une féminisation aussi des personnes sans domicile fixe, avec un tissu associatif qui est au bord de la rupture et face à un parc d'hébergement saturé. Et en fait, on est face à quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis au moins 2018, le programme 177 est sous-budgétisé. Donc, il parle de sous-budgétisation chronique, avec quelque chose qui est de l'ordre on n'arrive pas, on ne veut pas, je vous laisserai vous en faire une opinion, on va dire rectifier le tir face à des besoins en fait qui sont documentés et qui demanderaient effectivement d'avoir des lignes budgétaires en fait complètement retravaillées et revues à la hausse. Et la guerre en Ukraine a aussi impacté les structures parce que en 2024 et 2025, encore aujourd'hui, aucune ligne budgétaire n'est prévue pour tenir compte des effets de la guerre en Ukraine, par exemple. Voilà. Donc en 2025, les capacités d'accueil du parc d'hébergement d'urgence est maintenu à un niveau de 203 000 places. Et voilà, le budget global concernant l'hébergement d'urgence représente à peu près 12% du budget alloué à la mission cohésion des territoires, donc à peu près 3 milliards d'euros. Voilà. Voilà pour le PLF. Je suis désolée, je suis allée un peu vite, mais vous avez vu, c'est dense. Et encore une fois, vous avez vraiment tous les éléments dans le document que je vous ai proposé. Je vous propose de passer à la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, quelques principaux points. Ça, c'est des petites cartes mentales. Alors, je vous ai mis les cartes mentales que je présente à mes étudiants, mais parce que ça ne fait pas de mal. Voilà, c'est de se rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, la sécurité sociale, comme vous le savez, elle est organisée
en des différents régimes. Le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. Nous, on va parler du régime général, qui concerne la grande majorité des personnes. Ce régime général qui se décline lui-même en branches de la sécurité sociale, qui, en fait, chaque branche couvre certains risques. Je ne vais pas m'étaler sur ces risques, la carte mentale, vous l'aurez, donc qui vous permet de mieux visualiser comment est organisée la sécurité sociale. Petit rappel des ressources de la protection sociale, parce que la sécurité sociale fait partie de l'ensemble protection sociale. Quand on dit la sécu, on a toujours, en fait, c'est un effet de langage, on a souvent tendance à parler assurance maladie. En fait, la sécurité sociale, c'est l'ensemble, effectivement, des risques sociaux, et donc elle fait partie, en fait, du champ de la protection sociale. Donc, ce qui finance la protection sociale en France, ce sont les cotisations sociales, et non pas les charges sociales, telles qu'on peut l'entendre régulièrement. Donc les versements obligatoires des employeurs, des salariés et des non-salariés qui permettent d'acquérir des droits à des prestations sociales. Donc ça représente plus de la moitié du financement de la protection sociale et c'est un financement qui est en baisse constante depuis les années 90. L'autre grande part de financement de la protection sociale et notamment donc, de la sécurité sociale, ce sont les impôts, les taxes affectées. Donc, qui n'ouvrent pas forcément de droits spécifiques. Donc, par exemple, vous avez la CSG, parmi les plus connues, les taxes sur l'alcool, le tabac, la TVA. Et elles sont en augmentation depuis les années 90 pour représenter aujourd'hui plus de 30% du financement de la protection sociale. Et on verra que ça n'est pas tout à fait la même chose, parce que d'un côté, effectivement, ce sont les cotisations sociales et de l'autre, ce sont les impôts. Donc, de l'autre côté, c'est l'État qui prélève. De l'autre, ce sont les différentes caisses de la sécurité sociale, en fait, qui reçoivent les cotisations. Et on n'est pas, d'un côté, les cotisations, en fait, elles vont relever, il y a une part de proportionnalité concernant effectivement le prélèvement en termes de revenus, les impôts, notamment la TVA, mais après je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais faire tout un cours, on considère souvent que c'est un impôt injuste parce que tout le monde paye la même TVA quel que soit son revenu. Donc du coup, ça aussi, en termes de choix, de fonctionnement d'état social dans lequel on est, le fait que les cotisations baissent d'un côté et que les impôts augmentent sans augmenter, enfin ça dépend quels impôts, vous me direz, augmentent ou n'augmentent pas, ce n'est pas tout à fait les mêmes logiques de comment se représente la protection sociale en France. Et enfin, la dernière part de financement de la protection sociale, ce sont les contributions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Et donc, en fait, ça renvoie au PLF. Voilà, et qui représente 13% du financement de la protection sociale. Alors, les acteurs de la gouvernance de la sécurité sociale, telle qu'elle se présente aujourd'hui, il y a les partenaires sociaux, donc les représentants des syndicats, des salariés et des organisations patronales, qui ont vu leur pouvoir de direction et de décision qui a baissé au fil du temps. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus longuement après. Les directions salariées, donc quand on dit les directions salariées, ce sont les directions des organismes, des caisses de la sécurité sociale. Donc, ce sont les directeurs, donc par exemple les différents directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la CARSAT, etc., qui exercent une autorité hiérarchique sur le personnel des caisses de la Sécu. Et c'est eux, en fait, qui sont en charge de mettre en place les orientations stratégiques telles que définies, par exemple, dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, ce rôle des directeurs, il a augmenté au fil du temps et on va voir pourquoi. Parce qu'il y a eu une technicisation, effectivement, de la loi de finances, des lois de financement de la sécurité sociale. Et enfin, les pouvoirs publics, donc la direction de la sécurité sociale qui est rattachée au ministère de la Santé et qui représente en fait l'autorité de tutelle des organismes de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, qui ont un pouvoir d'orientation et de contrôle et qui vont voter les lois de financement de la Sécu. Et donc, c'est eux qui vont déterminer les grandes lignes stratégiques et politiques et eux, leur pouvoir, en fait, s'est renforcé au fil du temps. Tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Anaïs. Donc, effectivement, la particularité de la gouvernance de la sécurité sociale, c'est qu'elle a beaucoup bougé et l'État a pris une place de plus en plus grandissante en termes de décisionnaire. À sa création en 1945 jusqu'en 1967, on était sous ce qu'on appelle la démocratie sociale. Les caisses de la sécurité sociale étaient générées par les salariés eux-mêmes à travers leurs représentants syndicaux élus.
Et les représentants des salariés représentaient 75% de la constitution des conseils d'administration des différentes caisses, contre 25% du patronat. Et donc là, c'était directement en fait lié aux luttes ouvrières. Et donc la dimension de la politique de protection sociale était importante. En 1967, les ordonnances Jeannet ont institutionnalisé la Sécu, c'est-à-dire que l'État est rentré comme un acteur central au sein de la sécurité sociale et de la protection sociale, avec la recherche d'un équilibre entre les recettes et les dépenses. Et là, on est passé sur le paritarisme, c'est-à-dire 50% de représentants des salariés et 50% de représentation en fait, des organisations du patronat. Donc du coup, effectivement, les rapports de pouvoir, en fait, on pourrait dire qu'ils se sont égalisés, ou on pourrait penser en fait, du coup, qu'ils se sont les rapports de force et de domination, on va dire, ont été retravaillés. Et c'est surtout à partir de là où la dimension technique et bureaucratique de la sécurité sociale a pris le dessus avec l'idée de performance, d'équilibrage entre les recettes et les dépenses sur la dimension politique. Et ça s'est, on va dire, consolidé en 96 avec donc la réforme, les réformes Juppé, où là, l'État en fait est devenu décisionnaire sur les stratégies et les orientations de financement de la sécurité sociale, avec donc la création donc je vais y arriver, de l'ONDAM. Donc en fait des objectifs, de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Attendez que je vérifie que je ne me trompe pas. Tout va bien. J'ai perdu le fil de mes petits papiers, mais on est bon. Et qui renforce en fait le pouvoir du Parlement. Comme vous avez vu au début, effectivement, la loi de finances de la sécurité sociale, elle doit passer en fait par le Sénat et le Parlement pour être votée. Et c'est eux qui vont du coup déterminer, censurer, flécher, donner les orientations stratégiques. Et c'est aussi à partir de là que le renforcement des contrôles et l'évaluation de la performance des caisses de la sécurité sociale a été instauré, au même titre que ce qui a été fait dans le cadre de la loi LOLF, avec la mise en place en 2005 de la loi organique relative à la loi de financement de la sécurité sociale, où là, cette dimension de performance et d'évaluation est rentrée. Alors, en ce qui concerne la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale 2025, c'est un texte où il y a plus de 100 articles dans le texte de loi. Ce qu'on peut retenir, c'est que les dépenses de la sécurité sociale, donc pas assurance maladie uniquement, sécurité sociale au global, toutes branches confondues, est fixée à plus de 666 milliards d'euros, donc encore plus qu'en 2024, donc avec aussi un déficit de la sécurité sociale plus important qu'énoncé à l'automne 2024. Et pas qu'un peu, puisqu'on passe de 6 milliards d'euros envisagés dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale à 22,1 milliards d'euros. Et c'est un dérapage. Alors, je le mets entre guillemets parce que c'est comme ça que c'est mis, notamment sur le site Vie publique, mais bon, moi je préfère mettre des guillemets. Dérapage qui serait en grande partie dû au déficit de la branche maladie. Voilà. Et donc l'ONDAM, donc l'objectif national des dépenses, est fixé à 266 milliards d'euros. Donc il a été réévalué par rapport à 2024. Ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a quand même plusieurs cavaliers sociaux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc l'article 52 qui voulait instaurer une taxe lapin, et donc qui demandait en fait à ce qu'il y ait un prépaiement quand on voulait prendre des rendez-vous médicaux pour éviter effectivement la multiplication des rendez-vous manqués. Il y a pas mal d'articles, notamment économiques, qui démontrent que c'est pas forcément en fait une réalité, qu'il n'y a pas forcément plus de rendez-vous manqués et que en tout cas voilà, ça ne se justifiait pas. Et le Conseil constitutionnel l'a censuré parce que c'était tout simplement en fait en contradiction avec la Constitution en fait qui doit garantir l'accès aux soins pour tous. Et en fait, voilà, le Conseil constitutionnel sur une loi de financement de la sécurité sociale, il dit qu'il n'y a pas d'effet direct sur les dépenses de la sécurité sociale, ce type de mesures, même si dans l'idée ils peuvent comprendre, ça a été censuré. A été aussi censuré l'article 48 qui visait pour certaines prescriptions coûteuses et pour justifier les VSL, donc les transports de patients, il fallait que les patients présentent un document
attestant que cette prescription était bien conforme en fait aux besoins en fait du suivi et que du coup que le prescripteur avait consulté le dossier médical personnalisé avant. Donc ça aussi, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. De même que le transfert du service médical de l'assurance maladie qui devait passer de la Caisse nationale d'assurance maladie aux caisses primaires d'assurance maladie, donc qui devait passer du national au régional. Et ça posait un problème, on va dire, d'indépendance des médecins, parce que donc ce sont les médecins conseils, en fait, les fameux médecins conseils de la Sécu, comme tel qu'on le dit, qui regardent les arrêts maladie, qui vont regarder les dossiers de demande, par exemple, voilà, de pension d'invalidité, etc. Donc c'est un service qui était important, qui est rattaché en fait au national, et on craignait que s'ils étaient raccrochés au régional, bah, du coup, il y avait une perte d'indépendance des médecins, donc ça a été censuré. Et par ailleurs, la baisse de la prise en charge des consultations médicales et des médicaments qui était prévue dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale n'a finalement pas été retenue dans la loi qui a été promulguée. Alors, en ce qui concerne la santé des particuliers, ce qui change, bon, la bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il y a l'élargissement du dispositif Mon soutien psy, notamment avec suppression du passage obligatoire chez le médecin, et le tarif des consultations a été augmenté, il passe de 30 à 50% pour inciter davantage, notamment les psychologues, à s'inscrire sur ce dispositif-là, puisque il y en avait beaucoup qui n'allaient pas là-dessus parce que le tarif en fait était trop bas par rapport à ce que représente le coût d'une consultation psychologique. On est passé aussi, c'était déjà le cas en 2024, de 8 consultations à 12, donc un peu plus de consultations prises en charge. Création aussi de la consultation longue de gynécologie pour les femmes en situation de handicap qui vivent dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Généralisation aussi des centres de médiation en santé sexuelle avec prise en charge intégrale. Donc ça, en fait, les expérimentations, c'est basé sur les expérimentations qui avaient été menées des centres de santé sexuelle d'approche communautaire. Donc là, il y a vraiment l'idée de pouvoir généraliser ces expérimentations. Donc comment ça va se passer? Ce sera une ouverture autorisée par l'ARS qui va lancer en fait des appels à manifestation d'intérêt avec un cahier des charges. Il y a un arrêté qui doit venir précisant en fait les régions d'implantation de ces centres de médiation en santé sexuelle. A priori, à terme, ça devrait être généralisé à toutes les régions, mais surtout déterminer le nombre de centres qui pourront être créés par région, avec une priorité qui sera donnée aux aires urbaines et les zones les plus touchées par les IST, avec bien évidemment aussi une pérennisation des centres déjà existants, donc à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. Voilà sur cette généralisation. Une hausse de la taxe sur les boissons et les sucres ajoutés, avec sucres ajoutés les jeux d'argent. Un renforcement des moyens alloués alors, excusez-moi, il y a des fautes. Là, je viens de voir qu'il y a des petites croches au service d'accès aux soins et de la télémédecine. Donc, les services d'accès aux soins, ils ont été mis en place. En fait, ça date de 2019, puis ça a été renforcé avec la crise Covid en 2020. C'est un dispositif, en fait, qui permet, quand le médecin traitant n'est pas disponible dans les 48 heures et qu'il y a un besoin de santé, de passer par le 15. Et en fait, effectivement, on est mis en lien avec un professionnel de santé qui va soit proposer en fait un conseil médical, faire éventuellement une téléconsultation, voire orienter vers un service d'urgence selon la situation. Et donc, du coup, le 15 voit ses missions, en fait, a vu ses missions évoluer, puisque là où, en fait, il était vraiment avant sur les questions d'urgence, là, il sert un petit peu de passerelle. En fait, c'était pour, en fait, éviter ou ralentir la saturation des services d'urgence et améliorer la prise en charge. Donc voilà, donc ces services d'accès aux soins qui ont été expérimentés, alors je ne sais plus dans quelle région ils ont été expérimentés, l'idée là c'est effectivement de renforcer les moyens alloués.
et de favoriser aussi le recours à la télémédecine et au médicobus aussi. Il parle, voilà, il y a tout un projet sur les médicobus. Donc tout ça, ça va être des décrets qui vont venir. Par contre, mauvaise nouvelle pour les salariés, a été votée la baisse de l'indemnisation des arrêts de travail, puisqu'on passe de 1,8 du SMIC maximum à 1,4. Et donc, du coup, là, ce qui pose question, c'est que ça transfère encore un peu plus l'indemnisation des arrêts de travail aux employeurs et au système de prévoyance. Alors, les employeurs, quand on est salarié d'une structure, on a forcément une mutuelle, mais donc du coup, ça veut dire que c'est la part des employeurs qui doit prendre un peu plus en charge l'arrêt maladie. Selon où vous travaillez, des fois, il y a des conventions et des contrats qui font en sorte que vous ne perdez rien quand vous êtes en arrêt maladie, mais ce n'est pas le cas partout. Mais surtout, les économistes pointent que ce type de choix politique participe à la financiarisation de la santé, puisque ça fait de plus en plus porter le poids en fait du maintien, le poids en fait, on est sur le risque maladie. Le risque maladie est de plus en plus porté par les individus et de moins en moins par la solidarité nationale, puisque ça veut dire que c'est de plus davantage les mutuelles et les systèmes de prévoyance qui vont porter le risque maladie et de moins en moins effectivement les caisses de l'assurance maladie. Et donc là, ça vient pointer cette dimension effectivement de financiarisation de la santé qui est de plus en plus développée. Et si ces questions vous intéressent, je vous reconseille deux chercheurs en économie de la santé qui sont passionnants, qui sont Philippe Batifoulier et alors je crois que c'est Nicolas, son petit prénom, Nicolas Da Silva, où j'ai un petit peu lu ce qu'ils ont fait et qui travaillent beaucoup sur le capitalisme sanitaire. Et c'est passionnant pour mieux comprendre comment la santé est de plus en plus portée par l'individu. Voilà. En ce qui concerne la consultation, enfin la prévention, pardon, la prévention santé et l'accès aux soins, ce qui est, on va dire, particulièrement à retenir pour cette loi 2025 de la sécurité sociale, c'est qu'il y a une revalorisation de la consultation des médecins traitants à 30 €, qui était quelque chose qui était demandé depuis longue date, mais aussi renforcement des maisons de santé pluriprofessionnelles, MSP, et des centres de santé participatifs, donc les SECPA. Donc, dans la continuité des projets expérimentaux qui avaient été mis en place peu ou dans les quartiers prioritaires de la ville et qui montrent effectivement vraiment le souhait de développer les approches en santé communautaire. Donc là, vous avez un extrait de la présentation du plan de loi de financement 2025, voilà, qui explique que les maisons de santé pluriprofessionnelles permettent aux médecins de ne pas être isolés et aux patients d'accéder à une équipe de soins de proximité regroupée en un même lieu. Donc, ce sont des centres mettant en place du coup, des approches communautaires, notamment des médiateurs en santé, des médiateurs effectivement sociaux aussi sur certains, des consultations psychologiques. Et donc, c'est destiné à être développé dans le cadre, dans le cadre de la loi de finances 2025 de la sécurité sociale. Ça, c'était le point le plus important que j'avais repéré. En ce qui concerne la dépendance et l'autonomie, donc l'objectif de dépendance de la branche dépenses de la branche vieillesse est fixé à 304 milliards d'euros en 2025. Donc ça, c'est un budget, en fait, une projection de dépenses qui augmente chaque année parce que la population vieillit, avec le choix de faciliter le cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant en zone sous-dense. Une revalorisation de toutes les retraites de 2% au 1er janvier 2025 pour suivre l'inflation, ce qui n'était pas forcément prévu tout de suite à la base, et ça a été mis en place. Les dépenses de la branche autonomie, quant à elles, donc autonomie, c'est la question aussi du handicap. Donc près de 43 000 €. Elles doivent servir à accélérer la trajectoire de déploiement des 50 000 solutions pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé en 2019 ou 2020 et qui est vraiment d'associer davantage en fait les acteurs, en fait le conseil départemental,
en l'occurrence, et les acteurs territoriaux pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec une priorité donnée aux enfants liés à l'aide sociale à l'enfance, aux enfants en situation de handicap, aux personnes adultes en situation de handicap et qui seraient en difficulté parce que pas prises en charge dans des institutions ou à domicile. Donc il y a toute la dimension domicile qui est prise en compte, parce que ça aussi, c'est une orientation des politiques publiques de favoriser de plus en plus l'aller vers et le domicile. Renforcer l'offre de répit des proches aidants, conformément à la stratégie nationale 2023-2027. Sur les proches aidants, d'ailleurs, il y a maintenant, vous pouvez faire une demande auprès de la MDPH pour avoir en fait des aides en tant qu'aidant. C'est pas forcément su par tout le monde, ça. Poursuivre le rythme de recrutement des professionnels en EHPAD, puisqu'il y a des grosses difficultés depuis le Covid, notamment, avec donc du coup une aide particulière qui va être donnée pour certaines EHPAD qui sont en difficulté financière, et les départements. Alors c'est là où voilà, il y a des fois des injonctions, enfin, des choses un peu paradoxales. Donc on enlève l'État dans son loi de finances enlève 200 millions au département, et en même temps dans la loi de financement de la sécurité sociale, la CNSA projette de donner 200 millions supplémentaires au département pour financer l'allocation personnalisée à l'autonomie et la présentation de compensation de handicap. À voir. Après, on va dire que je suis pas très optimiste, mais j'attends à voir. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Et pour terminer, médicaments, donc avec le volet sur notamment la lutte contre les pénuries. Donc a été voté le renforcement du montant maximum des sanctions envers les firmes pharmaceutiques en cas de pénurie et d'augmentation de leur temps de publication sur le site de l'ANSM. Actuellement, il est de 1 mois, il va être porté à 1 an. En termes de stock de sécurité, par contre, notamment les associations qui œuvrent dans le champ de la santé dénoncent le fait qu'il n'y a pas de renforcement du dispositif actuel qui a été voté, voire la crainte est au contraire que la loi de financement de la sécurité sociale le fragilise, puisqu'elle a introduit dans le code de la santé publique la possibilité de fixer à la baisse les stocks de sécurité sur décision de la NSM. Donc là, il y a une inquiétude qui sera surveillée, notamment de la part des associations. Renforcement des plans de gestion de pénurie, il y a un décret à venir. Donc vous voyez, je suis peut-être un petit peu frustrante parce que j'arrête pas de vous dire il y a des décrets à venir, mais parce qu'en fait, les lois sont votées. Elles viennent d'être votées, notamment par des 49.3. Et là, maintenant, les décrets d'application sont en cours de travail. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra suivre un peu la mise en place de ces différentes stratégies. Donc, un décret doit venir pour définir le contenu de ce renforcement des plans de gestion de pénurie, les conditions d'élaboration de ce plan de gestion et les conditions où l'ANSM, notamment par le biais de son directeur, pourra soumettre ses exigences auprès des firmes pharmaceutiques sur la question de la gestion des pénuries. Et enfin, a été voté le renforcement des mesures de remplacement, c'est-à-dire que le pharmacien pourra remplacer un médicament par un autre sur la base des recommandations de l'ANSM, non plus seulement en cas de rupture, ce qui est le cas actuellement, mais également en cas de risque de rupture. Donc ça va être effectivement, ça fait partie des choses qui vont être mises en place. Et j'ai envie de vous dire, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai déjà été très longue. Merci.